Bonjour, et suite de notre campagne d'Adventures in Middle-earth, nous visons la Mirkwood Campaign, mais en guise de prologue, nous commençons par la mini-campagne de Wilderland Adventures. Si vous souhaitez remonter au début de la campagne, vous trouverez un lien aussi bien sur le blog que sur la chaîne YouTube qui pourra vous y amener. Cette séance correspond à la deuxième partie du deuxième scénario, Of Leaves and Stewed Hobbit, page 20 à 36, et je vous donnerai également le lien de la première partie de ce scénario. À noter, je me suis référé pour la version française au supplément Contes et légendes des terres sauvages pour l'anneau unique, où le scénario original avait été traduit sous le titre Une histoire d'herbe à pipe et de ragoût de hobbit. Il y avait 5 joueurs qui incarnaient Aeweniel, une haute elfe de Foncombe, érudite niveau 2, Agariel, une Dunedain, vagabonde niveau 2, Aldamar le laconique, un homme des bois, protecteur niveau 2, Jorin, un bardide, chasseur de trésors niveau 2, et enfin Narvi, un nain du mont solitaire, guerrier niveau 2. Pour la bande originale, je ne suis pas allé chercher bien loin, j'ai utilisé les compositions de Howard Shore pour la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. La plupart des illustrations sont empruntées aux gammes de l'anneau unique d'Adventures in Middle-earth, mais j'en ai aussi shippé à l'excellent compte-rendu de campagne très détaillé signé Ego que vous trouverez sur le forum Casus No et je vous en donnerai le lien. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez également le lien de l'enregistrement brut ou actual play de la séance. Mais en voici autrement le compte-rendu écrit et lu. Les héros et leurs nouveaux compagnons dont Dindy sont assiégés par une forte bande de gobelins dans un fort circulaire sur le haut col. Il y a des gobelins démons brumeux en masse, dont Agariel sait qu'ils sont fragiles et couards, mais leur nombre les rend très dangereux. Plus loin, il y a des archers gobelins qui semblent protégés par des loups de bonne taille. Plutôt du côté des héros, il y a enfin des soldats orques plus massifs et solides. Cependant, la tactique de la bande apparaît bientôt. Les soldats orques vont laisser les petits gobelins mener l'assaut pour submerger les défenseurs du fort et leur ouvrir un passage. Aussi, pour le moment, les soldats restent-ils en retrait. Les gobelins se précipitent sur le talus, toujours plus nombreux. Mais au départ, c'est surtout le groupe autour d'Ivgar qui en fait les frais. Les archers-gobelins arrosent en même temps le fort circulaire de leurs flèches en cloche, et sur une surface si petite, ils font régulièrement mouche. Et le jeune indie noir épine craque. Dans un hurlement de terreur, il lâche ses armes et cherche à quitter le fort par le flanc d'or. Du côté des héros, les gobelins se montrent plus prudents, mais les soldats orques les poussent enfin sur le talus qu'ils tentent de submerger. Les soldats les plus massifs essayent dès lors de se faufiler dans le fort par d'autres accès. Le talus tient, mais la foule des gobelins s'accroît toujours. Les compagnons s'attachent aussi longtemps que possible à tenir la ligne, mais quand les soldats orques tentent de contourner l'assaut, Agariel comprend qu'elle doit se jeter dans la mêlée, quitte à se mettre sérieusement en danger. Elle n'est pas la seule. Si Bill l'archer parvient à placer quelques belles flèches, les solides Ivgar et Tom face de Grumeau font face à une forte opposition. Et les compagnons connaissent à leur tour des avanies, Aldamar notamment, qui avait échappé son arc et qui, quand il parvient à le ramasser sous la plateforme, est atteint par 2 flèches en cloche. Et si le talus ne cède pas, ses défenseurs sont de plus en plus épuisés. Même les plus solides, tels Narvi, rencontrent des difficultés face aux soldats orques d'un tout autre gabarit que les gobelins qui avaient lancé le premier assaut. Dans la furie de la bataille, les combattants entendent cependant un hurlement au nord. Ceux qui se retournent un bref instant constatent qu'un orc immense est parvenu à franchir le talus de ce côté qu'ils ne surveillaient pas. Braillant qu'il se nomme Uburz le Terrible, ce colosse qui a tout d'un chef de bande décapite Andy Noirépine d'un tétanisant coup de cimeterre. Et les soldats orques commencent à infiltrer le fort. Ivgar et Tom, épuisés, tentent de venir au secours des compagnons, mais perçoivent bientôt qu'Uburz est une menace d'une toute autre ampleur. Le chef orc bouge vite et assène des coups terribles. Aldamar en fait bientôt les frais qui tombent inconscients sous le coup de la douleur. Et Aeweniel et Agariel ont bientôt une autre mauvaise surprise, si les autres ne s'en rendent pas immédiatement compte. Un tunnel dissimulé donnait à l'intérieur du fort, et en jaillissent de très nombreux gobelins. Toutefois, ces couards de créatures ne semblent pas là pour se battre. Ce qu'elles veulent, pour une raison ou une autre, c'est enlever Dindy. Et le hobbit terrifié est saisi et entraîné de force vers le tunnel. Agariel hurle de protéger Dindy tout en contenant de son mieux l'assaut des soldats orques. Grièvement blessée, elle doit faire appel à son inspiration de Dunedain pour ne pas s'effondrer. Mais elle parvient de justesse à échever le soldat orque qui s'en prenait à elle. Il en reste 2 dans le fort. En revanche, les archers gobelins ainsi que les loups, à l'instar des éclaireurs qui s'étaient faufilés à l'intérieur du fort et qui ont capturé Dindy, fuient sans plus attendre, ces derniers par le tunnel sous la plateforme. Il reste toutefois des soldats orques ainsi que l'effrayant Uburz à l'intérieur même du camp, et le chef orque de s'en prendre à un Ivgar épuisé qui est à l'agonie. Jorin également est dans un très sale état. Si Aldamar a finalement recouvré ses esprits, le bardide est dans une situation critique qui exige des soins urgents. Aeweniel, guère efficace avec son bâton de toute façon, se rue sur lui pour le stabiliser, à quelques mètres à peine du combat violent opposant Uburz et un Ivgar emporté par la furie guerrière. Hélas, c'est le chef orque qui l'emporte, abattant le Béornide dans un hurlement de rage.
Agariel et Narvi achèvent cependant les soldats orques, tandis que c'est Tom, emporté par le spectacle terrible de la mort de son chef, qui parvient à planter son épée longue dans le poitrail massif du Burs, le tuant sur le coup. La mort du terrible orc met fin à la bataille. Agariel se précipite aussitôt à l'orée du tunnel emprunté par les gobelins. Il n'a pas été creusé récemment et il apparaît qu'il donne sur tout un réseau typique des monts brumeux. On dit que les orques peuvent descendre toute la chaîne, du mont Gundabad jusqu'à Orthanc, sans voir la lumière du jour. Quelques traces témoignent du passage de Dindy et de ses ravisseurs. Il faut se porter au secours du Hobbit. Hélas, les héros, Narvi exceptés, sont tous dans un très sale état. Pour Bill et Tom, qui ont vu périr 2 de plus de leurs camarades, dont leur chef Ivgar, bien plus expérimenté qu'eux, c'est encore pire. Après avoir été harcelés par les gobelins pendant 3 nuits, ils sont épuisés et ne peuvent plus ignorer leurs nombreuses blessures. Mais tous s'accordent sur un point, ils ne pensent pas que les gobelins lanceront un autre assaut dans la nuit. La mort du Burs notamment joue car il devait être leur chef. Descendre du haut col dans la nuit n'en serait pas moins suicidaire, mais tous devraient pouvoir bénéficier d'un répit bienvenu, d'autant que les gobelins ont enlevé Dindy, ils n'ont visiblement pas cherché à le tuer. On peut supposer, Agariel notamment qui connaît bien ces gobelins, qu'ils le garderont vivant pendant quelque temps, même si personne n'a envie de jouer avec le feu. Leurs traces devraient demeurer suffisamment visibles pour les rattraper ultérieurement. Aussi les héros décident-ils de s'accorder un bref et indispensable repos dans le fort. Quelques heures, durant lesquelles Aéweniel fait usage de ses talents de guérisseuse, secondée par Aldamar, en ayant recours aux herbes qui leur restent, de la quenouille d'eau notamment. L'elfe est bientôt parfaitement requinqué, mais Jorin, Agariel et Aldamar conserveront encore quelque temps les cicatrices de la bataille. Puis les héros s'avancent devant l'entrée du tunnel. Il a été convenu que Bill et Tom, guère en état de les suivre, tâcheraient d'ici à leur retour de rassembler ce qui peut encore l'être de la caravane pour se préparer à descendre dans la vallée de l'Anduin. Mais ils ne sauraient courir le risque de passer une nuit de plus dans les monts brumeux. Comme il leur faudra bien une demi-journée pour descendre du haut col, ils attendront les compagnons jusque vers midi le lendemain. S'ils n'en ont pas de signe à cette heure, ils ne pourront plus patienter et entameront la descente. Les héros redoutent ce qu'ils trouveront dans les tunnels, mais ils sont déterminés à sauver Dindy des griffes des gobelins. Il fait très sombre dans les tunnels. Narvi, Aéweniel et Jorin voient bien dans l'obscurité, mais Agariel et Aldamar auront besoin d'éclairer leur chemin avec des torches. La Dunedain dispose d'une lanterne à capote très appropriée. Le nain du mont solitaire, le plus solide d'entre eux et celui qui a la plus grande expérience des tunnels, passe en tête du groupe, mais régulièrement Jorin fait son office d'éclaireur et part un peu en avant. La compagnie espère que le flair de Fest pourra également les aider, mais l'odeur de pourriture omniprésente ne lui facilite pas la tâche. Ils ont relativement confiance en leur capacité à s'orienter dans ce très complexe réseau de tunnels, toutefois. Il est cependant difficile de pister les gobelins sur la base d'éléments visuels. Le sol de roche ne garde guère de traces et les passages ont été nombreux depuis fort longtemps. Mais les compagnons peuvent suivre à la trace les gobelins en se fiant à leur ouïe. Même si leur proie en quelques heures d'avance, le son porte dans ces tunnels, ce qui incite d'ailleurs Agariel à recommander la plus grande discrétion aux héros. Et, s'il est tout d'abord un peu déstabilisant de tenter de s'orienter sur leur vacarme, à force, les compagnons parviennent à déterminer la direction à prendre. En effet, les gobelins chantent à tue-tête, ce qui ralentit leur marche. C'est toujours la même chanson, même avec quelques variations ça et là. Les gobelins habitent les souterrains, des jours qu'ils ont pas bouffé à leur faim. Dents pointues et ventre qui gargouille, l'âme affûtée dans un four qui rouille. Les gobelins, la courtoisie, ça les connaît. Toujours poli et vraiment bien élevé. Une fois qu'on a gagné la bataille, on ramène l'ennemi pour dîner au bercail. Oh, bercail. Voilà. C'est dur à mâcher, c'est tout broussailleux. C'est pas... C'est un goût bizarre et c'est tout filandreux. Nous on veut de la chair humaine et c'est marre. Poêlée fumée ou carrément tartare. Jetez le hobbit dans le chaudron. On va le boulotter jusqu'au trognon. Amenez-le au banquet gobelin. Amenez-le au banquet gobelin. Et cette chanson sinistre est d'une grande aide pour s'orienter dans les tunnels. En même temps, elle ne les rassure pas exactement. Elle est saoulante par ailleurs, au sens le plus strict au fond, car plus ils progressent, plus les compagnons ont le sentiment que les gobelins sont ivres. Jorin part régulièrement en éclaireur, et pour quelqu'un qui n'est absolument pas familier de ce genre d'environnement, il se débrouille très bien. Il n'y a pas de poste de garde pour l'heure, les gobelins se contentent d'avancer d'un pas chancelant vers leur repère. En revanche, Jorin découvre que certains passages sont difficiles à négocier car ils sont très étroits, d'autres sont à moitié écroulés et éventuellement menaçants, mais le bardite se montre suffisamment prudent et attentif pour les repérer et les indiquer à ses compagnons.
Mais ces tunnels ne sont pas totalement vides. Jorin y repère régulièrement des traces animales diverses, mais surtout, au détour d'un couloir, il devine la présence d'une lourde créature humanoïde au pas pesant qui n'a rien à voir avec les gobelins. Le chasseur de trésors s'avance discrètement et découvre qu'un troll des cavernes rôde dans les tunnels. Il n'en avait bien sûr jamais vu de ses yeux, mais ce qu'il en a entendu dire ne lui laisse aucun doute à ce propos. Par chance, la créature ne semble pas très attentive à ce qui l'entoure, il devrait être possible de passer discrètement sans éveiller son attention. Jorin va faire son rapport et, avec ses instructions, les compagnons parviennent à contourner la menace, non sans une petite frayeur. Agariel commence à s'inquiéter du temps qui passe. Cela fait des heures qu'ils naviguent dans les ténèbres et leur temps est compté. Les gobelins n'arriveront-ils donc jamais à leur repère ? Mais c'est peu ou prou à ce moment que les compagnons comprennent, en faisant attention à la chanson, que les gobelins n'avancent plus. Oui, ils ont bel et bien atteint leur tanière, et il va falloir se montrer d'autant plus prudent. Jorin, passant en avant, confirme ce sentiment. 2 soldats orques sont de faction à un poste de garde. Cependant, à voir leur comportement et à entendre ce qu'ils disent, le bardite comprend qu'ils sont totalement ivres. Ils se font régulièrement passer une outre d'alcool et se plaignent de ce que leur remplaçant autoproclamé du Burs, semble-t-il un gobelin même si particulièrement massif, leur a donné l'ordre de garder l'entrée du repère, ce qui les prive du banquet qui se tient en ce moment même. Cet opportuniste mériterait une bonne leçon. Il faut franchir ce poste de garde sans laisser aux orques le temps de sonner l'alarme. Il n'y a pas d'autre chemin. Plusieurs options se présentent aux compagnons. Tuer les soldats bougons ne serait probablement pas la meilleure idée, car ils risqueraient d'encaisser suffisamment pour avoir le temps de signaler la présence d'intrus, et il ne fait aucun doute que les gobelins et les orques se comptent par dizaines dans cette tanière. En revanche, les gardes sont probablement assez saouls pour que les héros puissent les contourner discrètement, ou user de ruses pour qu'ils aillent voir ailleurs. Les compagnons débattent longuement de la meilleure action, or le temps presse. Finalement, Narvi sacrifie un de ces fameux saucissons qu'il jette à quelque distance pour y attirer les orques, mais un seul d'entre eux se rend sur place, et quand il découvre le saucisson, s'il est suffisamment ivre pour ne pas se demander comment il a bien pu arriver là, il n'en fait toutefois pas état à son collègue, préférant se retirer dans un coin pour le manger tout seul. Mais Jorin, qui est doué pour l'imitation, reproduit la voix de ce dernier, parlant du saucisson pour attirer l'attention de l'autre. Le premier est tellement à son affaire qu'il ne prête aucune attention à cette imitation de sa voix. L'autre est suffisamment crédule pour tomber dans le panneau, même s'il a du mal à repérer son collègue tant il est ivre. « Qu'est-ce que tu parles de saucisson ? C'est du hobbit qu'on va boulotter. Enfin, quand c'est qui aura fini la cuisine ?» Le soldat orc approche, en fait, dangereusement des compagnons, mais par chance ne les voit pas. Puis il finit par partir dans la direction du dévoreur de saucissons, auquel il reproche son égoïsme. Les héros en profitent, c'est le moment ou jamais de se faufiler dans le repère des gobelins. Mais, passé le poste de garde, il leur faut progresser prudemment. Il pourrait y avoir d'autres gobelins ou orques dans les environs, même si le boucan du banquet laisse entendre que des dizaines d'entre eux sont occupés à ripailler et à écluser plus loin dans la tanière. Ils atteignent bientôt une vaste pièce encombrée de très nombreux et très divers ustensiles de cuisine, des marmites, des broches, des fours, etc. Cette pièce est beaucoup plus éclairée que les autres. Avant d'y voir quoi que ce soit, les compagnons entendent le bruit de quelqu'un qui s'active dans cette cuisine. Jorin s'avance en éclaireur et découvre que le cuisinier n'est autre que Monsieur Dinodas Brandebouc. Le hobbit, très nerveux, en sueur, passe d'une marmite à l'autre. Il est attaché au mur par une longue et lourde chaîne. Jorin attire son attention. Le hobbit est d'abord trop affairé pour en tenir compte, mais il finit par voir les compagnons. « Oh, vous ici ! Décidément, vous faites preuve d'un grand dévouement pour tenter de me sauver la couenne, mais je crains que cela ne s'avère un tantinet compliqué, dit-il en montrant sa chaîne. C'est un objet de grande qualité, très solide, même si de fabrication humaine et non naine, comme Narvi le comprend aussitôt. Il ne sera pas possible de briser cette chaîne, du moins pas sans y passer beaucoup de temps et en faisant beaucoup trop de bruit. Par ailleurs, le cadenas est lui aussi de la meilleure qualité et clairement impossible à crocheter. Il faudra en trouver la clé. Et Dindi leur explique, comme Agariel le supposait, qu'elle est autour du cou du nouveau chef, un gros gobelin arrogant et très fier de sa soudaine promotion suite à la mort du Burs. Dinodas n'est pas en mesure de dire précisément combien de gobelins sont présents dans le repère, mais avance qu'ils sont au moins une 50aine. La conversation du hobbit est hachée car il doit sans cesse passer d'un fourneau à l'autre, d'une marmite à l'autre. Ici, il ne faut pas trop cuire, là ça risque de verser, etc. C'est que les gobelins qui connaissaient d'une manière ou d'une autre les talents des hobbits pour la cuisine ont exigé qu'il leur prépare un banquet de roi. Ils singent les manières des hobbits ou ce qu'ils supposent être ces manières, usant de serviettes et de couverts, mais il ne fait aucun doute, comme Dindi lui-même en fait la remarque, que le cuisinier sera en définitive au menu en tant que savoureux dessert. Il indique d'autres chaînes attachées au mur qui maintiennent assis des squelettes humanoïdes dont la chair a été rongée jusqu'à l'os. Et de temps en temps, les héros entendent des gobelins brailler depuis les pièces davantage à l'est. « Plat suivant, et une bouteille, 2 bouteilles !»
Prévenus par Dindy, les compagnons peuvent se dissimuler quand, régulièrement, un gobelin chancelant avec une serviette maculée de graisse passée autour de son cou se rend en cuisine pour y prendre les plats copieux concoctés par le hobbit. Les héros n'ont pas vu de bouteilles en cuisine, et Dindy leur explique que la cuisine et la cave sont séparées, les bouteilles sont gardées ailleurs dans le repère des gobelins. S'ils étaient tous ivres-morts, ça faciliterait la tâche des compagnons. Par ailleurs, les plats concoctés par Dindy peuvent y aider. Il manque d'épices ou d'autres ingrédients pouvant rendre les gobelins vraiment malades, mais peut aller dans ce sens. Du sel pour donner soif, de quoi perturber un peu la digestion. Ces ravisseurs semblent particulièrement apprécier les plats les plus lourds qui pourraient les ralentir un peu. Les compagnons réfléchissent à leurs options. Là encore, la solution brutale n'est probablement pas la meilleure. Même ivres, les gobelins sont beaucoup trop nombreux. Mais la discrétion et la ruse pourraient faire l'affaire. À suivre.